à toutes et à tous. Et tout d'abord, je voudrais remercier l'Institut EDS de m'avoir invité à présenter mes recherches aujourd'hui. Quand j'étais un étudiant, j'ai participé, je pense, à la première ou la deuxième école d'automne. Et comme étudiant, et aujourd'hui, c'est pour moi un grand privilège et un plaisir de présenter dans cette école d'automne. L'objectif de cette présentation, c'est de mettre en évidence le rôle des villes en matière de mise en œuvre du développement durable. Un rôle qui a été souligné par l'objectif numéro 11, Villes et communautés durables, de l'agenda 2030. Plus particulièrement, la présentation se concentrera sur la lutte au changement climatique dans les centres urbains. Tout d'abord, il est nécessaire de s'arrêter brièvement sur les liens entre développement durable et milieu urbain. On entend souvent parler des villes durables, de développement urbain durable. Qu'est-ce qu'on entend exactement par cela? De manière synthétique, une ville durable, c'est une ville qui conçoit et pratique un développement urbain qui intègre les principes des développements durables. Donc, c'est une ville dans laquelle on peut observer une certaine institutionnalisation du développement durable. Il est possible ainsi d'appliquer les trois dimensions du développement durable au contexte urbain. On commence avec la dimension de l'intégrité environnementale qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, la réduction de la pollution, l'amélioration de la qualité de vie, sauvegarde et mise en valeur des milieux naturels. Donc dans ces cas, on lutte contre l'étalement urbain, on cherche à bâtir des villes compactes, on cherche à changer nos façons nos pratiques de mobilité, etc., etc. La deuxième dimension est celle de l'équité sociale. Donc ici, on vise à contrer des problèmes comme la ségrégation socio-spatiale, donc des problèmes tels que la gentrification, ghettoisation. On vise à garantir la sécurité routière, la sécurité face aux aléas climatiques. Bien sûr, on a des enjeux d'accessibilité, accessibilité aux équipements, aux services, aux transports en commun, en logement. Bien sûr, la participation à la prise de décision. On a aussi l'enjeu de la précarité énergétique, qui est de plus en plus un enjeu considéré par les pouvoirs publics, surtout dans l'Union européenne. On peut dire qu'on a de la précarité énergétique lorsqu'un ménage dépense plus de 10% en coût de chauffage. La troisième dimension est celle de la croissance économique. On a donc ici l'objectif de garantir des emplois. On parle souvent d'économie verte aussi. L'efficience énergétique. L'efficience énergétique, c'est une question très importante. C'est un des piliers de la politique énergétique de l'Union européenne. On parle souvent d'efficience économique en termes de white economy, d'économie blanche. Donc, c'est une forme d'économie. Il y a beaucoup de bénéfices économiques à faire avec l'efficience énergétique. Je voudrais aussi souligner en fait que la différence entre efficience énergétique et efficacité énergétique. L'efficacité, c'est un peu la vieille façon de penser les choses. Efficacité signifie être capable d'atteindre un but. Pendant que l'efficience, c'est être capable d'atteindre un but, mais avec les moins de ressources possibles. Donc l'efficience énergétique, c'est faire plus avec moins. Donc c'est un peu l'esprit du développement durable. Ensuite, on a dans les milieux urbains les problèmes de contrôler la congestion routière, parce que la congestion routière est synonyme de pertes économiques. On va réduire les gaspillages. On vise à bâtir des infrastructures résilientes, donc des infrastructures qui coûtent moins cher en entretien. Il s'agit souvent d'infrastructures de l'eau, d'infrastructures routières. Mais quelle est la plus-value d'un développement urbain conçu dans une optique de développement durable? Autrement dit, comment le développement durable peut-il contribuer à concevoir et à pratiquer des modèles de développement urbain plus viables et durables? Ce que le développement urbain apporte de nouveau ce que le développement durable apporte de nouveau au développement urbain est notamment une dimension globale et de long terme. Nous savons que les villes ont toujours connu des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux. Il suffit de penser à la ville industrielle du 19e siècle. Donc, on avait des problèmes d'insalubrité des lieux, on avait des problèmes de pollution de l'eau, de l'air, surpeuplement des logements, etc., etc.
Cependant, il s'agissait de problèmes locaux qui étaient abordés dans une optique locale et de court terme. Or, le développement durable nous invite à abandonner cette vision ancienne afin d'embrasser une vision globale, ou mieux, glocale, c'est-à-dire à la fois locale et globale. Une vision qui doit tenir aussi en compte de l'héritage que nous laissons aux générations futures. Lorsqu'on pense à des problèmes comme le changement climatique ou la perte de la biodiversité, c'est-à-dire des problèmes qui sont globaux, il est évident que les choix de développement d'une ville X n'ont pas uniquement des effets sur cette ville X, mais ils ont des effets sur la planète entière et sur les générations futures. On sait que la pollution n'a pas de frontières. Donc, le développement durable appliqué au milieu urbain est une invitation à un changement dans la manière de concevoir la ville. C'est un changement de l'idée même des villes. Donc, c'est un changement des modalités de l'action publique, voire un changement des pratiques de planification et d'aménagement. L'importance de l'objectif 11 des ODD devient encore plus évidente lorsqu'on réfléchit au rôle joué par les villes en matière de changement climatique. Mais tout d'abord, pourquoi les villes? Il est nécessaire de rappeler que les villes et les métropoles ont vu augmenter considérablement leur poids économique, administratif et économique. Cela découle en partie du processus de restructuration des institutions étatiques commencé à la fin des années 70. Donc on parle de décentralisation, on parle d'évolution des compétences et des pouvoirs du haut vers le bas. À cela, il faut ajouter aussi les effets de la globalisation, de la libéralisation des marchés. Aujourd'hui, les villes produisent plus de 3/4 de la richesse globale. À cela, il faut ajouter un élément qui est encore plus important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société globale urbanisée, parce que la plupart des gens vivent dans des centres urbains. Il s'agit d'un phénomène à la hausse. Avant, c'était une question occidentale, aujourd'hui, c'est un phénomène global. En quoi consiste exactement le rôle des villes dans la lutte au changement climatique? Ce que j'appelle le rôle climatique des villes s'articule sur 3 plans. Le plan de la responsabilité, le plan de la vulnérabilité et le plan de la capacité. Bon, il est évident que les villes, à l'égard des changements climatiques, constituent un gros problème. Hein. Le processus d'urbanisation en tant que tel comporte une grande consommation d'énergie, de ressources et d'espace. D'autre part, il faut aussi considérer des modes de vie urbaines et des pratiques de consommation qui souvent ont une empreinte carbone très élevée. On pense à nos choix en matière de transport, à nos choix en matière d'habitation, non? Choisir d'habiter dans une zone densifiée ou choisir de vivre en banlieue, ça change beaucoup la donne. Donc on peut penser aussi à nos choix de loisirs, etc. etc. Les représentations sociales et les valeurs des gens sont aussi des facteurs importants. On peut penser par exemple à des facteurs individualistes ou à des facteurs, à des valeurs individualistes ou à des valeurs de consommation qui vont à l'encontre souvent des principes de développement durable qui sont des principes qui se basent sur des biens communs. Donc, le résultat de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont produites par les centres urbains. Mais les agglomérations urbaines sont aussi les milieux les plus vulnérables aux impacts négatifs du dérèglement climatique. Pensons aux villes côtières, aux villes insulaires, fluviales, qui seront confrontées à des problèmes comme des inondations, des îlots de chaleur, des glissements des terrains, des pénuries d'eau, mais aussi des problèmes socio-économiques comme des injustices
climatique socio-spatiale. Non? On sait bien que certains quartiers sont plus à risque que d'autres. On sait bien que les îlots de chaleur frappent plus certains quartiers que d'autres. Par exemple, le quartier de Saint-Sauveur ici à Québec, la température dans ces quartiers-là est beaucoup plus élevée que dans les quartiers de Sillery, la même journée à la même heure. Non? Il y a, je pense, un reportage de Radio-Canada, notamment sur ces deux quartiers. Donc on peut avoir aussi des problèmes de gouvernabilité parce que les gouvernements perdent de la légitimité face aux gens, face aux personnes, à la population. On parle de plus en plus de villes résilientes, notamment pour mettre en évidence ces nouveaux défis qui se posent de plus en plus aux villes. Donc nous pouvons observer ici un effet boomerang. Les villes perturbent le climat qui répond à sa manière avec toute une série d'impacts de plus en plus évidents et importants. Oui, les villes sont un problème et les villes sont vulnérables. Mais les villes représentent aussi la solution. Car les villes possèdent la capacité d'inverser cette tendance. Quand je parle de capacité, je parle d'autorité politique, je parle de légitimité, je parle de compétences et pouvoir pour s'adapter à un climat déréglé et atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Un aspect important des changements climatiques, c'est que les changements climatiques, c'est un problème transversal. C'est-à-dire que, transversal et multiniveau, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un problème qui touche différentes échelles, mais aussi qui touche différents secteurs d'activité, différents domaines de compétences. Transport, énergie, matières résiduelles, occupation du territoire, tourisme, commerce, oui. Ce sont des domaines dans lesquels les villes possèdent des compétences et des pouvoirs. Il suffit de penser à la planification des transports, à la gestion des déchets, à l'aménagement du territoire, à la construction d'infrastructures et de tout pouvoir réglementaire que les villes ont pour lutter au changement climatique. Donc les villes peuvent faire une différence et elles sont en train de la faire. Actuellement, les villes et les métropoles sont en train de se tailler une place grandissante sur la scène climatique. Et c'est là souvent au détriment des États. Le nombre d'actions urbaines pour le climat ne cesse d'augmenter. Et les villes qui s'engagent dans des réseaux climatiques municipaux se multiplient. Et ce sont aussi des réseaux de villes, comme par exemple le réseau ICLEI ou le réseau C40 ou la Convention des maires en Europe. Ce sont des réseaux qui maintenant participent aux conférences pour le climat. Je peux ajouter que les villes ont trois choix. Disons, le premier choix, c'est d'emprunter la voie de l'adaptation, donc réduire la vulnérabilité, souvent avec des actions dans les secteurs de l'eau, donc gestion de l'eau, infrastructure de l'eau, etc. La deuxième voie, c'est celle de l'atténuation, donc on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, souvent en ciblant les secteurs de l'énergie ou des secteurs qui consomment beaucoup d'énergie, les transports en Amérique du Nord, les résidentiels en Europe. La troisième voie, c'est de s'engager en même temps dans l'adaptation et dans l'atténuation. Voilà. Donc, je vais conclure. Lorsqu'on parle de lutte au changement climatique et des mises en œuvre des développements durables, on est souvent porté à penser à l'action des États. On est porté à penser au protocole de Kyoto, on est porté à penser aux bourses de carbone, à des plans nationaux de lutte au changement climatique. Donc, on est porté à penser à l'action des États. Nous sommes portés à penser qu'un problème global nécessite une réponse globale. Cela est tout à fait exact. Cependant, ce que l'objectif 11 de l'agenda 2030 souligne et que cette présentation a voulu mettre en évidence, c'est que la gouvernance du climat est également, certains diraient surtout, une question urbaine. La Commission européenne est même convaincue que la lutte contre le changement climatique sera remportée ou perdue dans les centres urbains.
On peut lire cette phrase-là sur le site de l'initiative Convention de mer, qui est probablement le réseau des villes pour le climat les plus importants et grands au monde, et qui compte environ 6 000 municipalités. Toutefois, une chose à préciser, la diffusion de l'action climatique urbaine ou la mise en œuvre du développement durable en milieu urbain est mieux saisissable dans un contexte que certains auteurs appellent de déclin de l'État-nation environnemental, ce qui signifie la diminution de l'engagement étatique dans des questions environnementales. On peut penser à la réduction des budgets consacrés aux questions environnementales, un peu dans tous les pays développés, en Europe surtout. On peut penser aux modestes résultats des accords internationaux. Il ne faut pas les nier, les accords internationaux sur le climat ont donné des résultats très modestes jusqu'à maintenant. On peut penser aussi à l'inertie de certains gouvernements, comme le Canada avec Harper, avec les États-Unis aussi, Obama n'a pas encore fait grand-chose non plus. D'autres pays aussi ne sont pas très enclins à s'engager dans la lutte au changement climatique. Donc, cette diffusion de l'action climatique urbaine, l'action de développement durable urbain, est une sorte de remise en question de la légitimité de l'État, de la centralité de l'État dans la gestion des questions environnementales. Donc, les villes sont en train de combler ces vides laissés par les États. Ce qui est toutefois évident, c'est qu'il est nécessaire de créer des synergies, notamment à travers des processus de gouvernance multiniveau qui voient une implication d'instances locales, régionales, nationales et globales. Je terminerai avec une phrase de 12 experts de développement durable et milieu urbain qui dit que le but, ce n'est pas de bâtir des villes et des communautés durables, mais des villes et des communautés qui contribuent au développement durable dans leur territoire, dans leur région et globalement. Merci beaucoup. Je vais vous entretenir de l'arrivée, si on veut, des changements climatiques de façon un peu plus formelle dans les objectifs de développement durable. Auparavant, on va faire une petite incursion dans les objectifs du millénaire, question de voir quelle était la place qui était occupée à ce moment-là par les changements climatiques. Par la suite, on va définir un petit peu plus en détail les composantes de cet objectif-là dans le nouveau programme de développement durable. Et on va voir aussi rapidement comment on peut atteindre les cibles qui se rattachent à ce nouvel objectif. Donc, si on retourne dans les objectifs du millénaire pour le développement, on peut dire que la question des changements climatiques était un peu sous-entendue, OK, c'est bon comme ça, dans l'objectif numéro 7. Alors, l'objectif numéro 7, en fait, était d'assurer un environnement durable. Et si on regarde les cibles qui se rattachaient à cet objectif-là, il y avait des cibles très, très spécifiques sur des enjeux comme la biodiversité, l'approvisionnement en eau potable et l'amélioration des conditions dans les bidonvilles. Mais la toute première cible, était l'intégration des principes de développement à l'intérieur des politiques et programmes nationaux. Donc, on peut voir un peu le germe de l'esprit qui a été en fait dans la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et par la suite le protocole de Kyoto. Mais quand on fait un bilan, c'est-à-dire en 2015, ils ont fait le bilan de quelles cibles avaient été atteintes, à quel niveau. Et quand on regarde spécifiquement pour la cible 7A, on ne peut pas dire évidemment que, par exemple, la réduction des gaz à effet de serre est une démonstration de l'atteinte de cette cible-là. Mais par contre, il y a certains exemples qui sont plus concluants et qui touchaient justement l'intégration des principes de développement durable dans les politiques. Et c'est ce qui concerne en fait les substances qui étaient nocives, en fait, qui intervenaient dans le cycle naturel de fabrication de l'ozone stratosphérique et qui créaient le fameux trou dans la couche d'ozone. Donc, on sait que à l'origine, c'est la Convention de Vienne en 85 qui, si vous voulez, met la table, en fait, pour cette situation-là. Et par la suite, on a le protocole de Montréal qui va permettre ou va, si vous voulez, favoriser une réduction et un arrêt complet de la production de ces substances-là. On parle surtout des CFC à ce moment-là. Puis le petit graphique que je vous montre ici
répond effectivement à ce constat, c'est-à-dire que c'est un graphique qui montre la concentration atmosphérique des différents CFC, entre autres, dans le temps. Puis on voit que le pic de concentration dans l'atmosphère, finalement, a été atteint autour des années 90, au tournant des années 90. Donc, rapidement, on voit qu'en ayant eu cette politique, ces politiques nationales et ce protocole à l'échelle internationale, où tout ça s'est déroulé relativement bien si on compare à d'autres protocoles. Et on a eu une réponse rapidement dans l'atmosphère. Donc, le signal est visible à l'heure actuelle puisque ces composantes, ces substances chimiques-là sont actuellement en déclin. Bien sûr, pourquoi on n'a pas cette même réponse sur les gaz à effet de serre, par exemple? Bien, il faut dire qu'il y a un décalage aussi au niveau du temps, c'est-à-dire que la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est élaborée au sommet de Rio en 92, et on sait que le protocole a mis beaucoup de temps à être en vigueur. Il est arrivé en vigueur seulement en 2005. Donc, évidemment que les objectifs du millénaire avaient déjà bien progressé dans leur élaboration à ce moment-là. Donc, on peut dire que le train a été manqué de justice à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il y a dans les objectifs, les 17 objectifs, il y a un objectif spécifique sur la question des changements climatiques. Et on est passé de l'objectif 7 à l'objectif 13. Donc, on se croise les doigts que ça porte chance, ce chiffre. Et l'objectif se lit comme suit. Donc, c'est de prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Et chose très importante, vous remarquez, il y a un petit astérix, et il faut toujours lire les petits caractères, comme on dit dans les contrats. Et ce que ça dit, c'est en fait que la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est la principale structure intergouvernementale internationale de négociation de l'action à mener à l'échelle mondiale face au changement climatique. Donc, on a cet objectif-là, mais on voit quand même que sa substance, sa mise en application, sa teneur est très fortement rattachée à la Convention-cadre des Nations unies et en particulier à la suite qui sera donnée au protocole de Kyoto. Vous savez sans doute que la conférence de Paris arrive à grands pas et on verra un petit peu là quel sera un peu l'avenir qui nous attend en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, je reviendrai sur cet aspect-là, le fait que cet objectif-là, si on veut, est quand même rattaché à un autre organe, à une autre structure. On va y revenir un petit peu vers la fin, mais je voulais regarder avec vous vraiment on m'avait dit d'insister sur la définition de l'objectif, qu'est-ce que ça signifie et tout ça. Donc, si on regarde l'objectif 13, donc on mentionne de prendre d'urgence des mesures. Alors, pourquoi l'urgence? À quoi fait-on référence? Je pense en grande partie, c'est cette idée maintenant de limiter la hausse des émissions, de limiter la hausse des températures globales planétaires à 2 degrés Celsius. Alors, ce seuil-là n'a pas nécessairement apparu au départ suite à des conclusions scientifiques très précises. Hein. C'est un seuil parmi d'autres qui ont été étudiés à travers des scénarios de changement climatique. Mais éventuellement, il y a quand même des liens qu'on peut faire au niveau de la science. Et un de ceux-là, c'est qu'on craint que si on dépasse ce seuil de 2 degrés Celsius, en passant, c'est pour 2100, alors, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait des transformations suffisamment importantes qui vont perturber ensuite le climat. Et un des changements qui est, si vous voulez, qui crée des soucis, c'est qu'il y ait un renversement au niveau du fait que la biosphère actuellement et l'océan soient des puits naturels pour nos émissions que l'on fait d'origine anthropique. Autrement dit, c'est qu'à chaque année, la quantité que nous envoyons dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, donc d'origine humaine, il y en a à peu près la moitié qui sont captés par la biosphère, donc essentiellement beaucoup les sols et les océans. Et ce qu'on craint, c'est qu'en modifiant trop la température globale planétaire, ces processus biochimiques-là se transforment, changent et qu'on perde ces puits-là et qu'au contraire, surtout à plus court terme en ce qui concerne la biosphère, ça devienne une source nette de CO2 et à plus long terme, peut-être la même chose au niveau des océans. Donc, on aurait pu cet effet de tampon que l'on a actuellement, c'est-à-dire que ces deux environnements-là, finalement, récupèrent une bonne partie de nos émissions. Et l'autre aspect peut-être
plus directement lié à la science du climat, c'est l'effondrement d'une partie de la cryosphère, en particulier la calotte groenlandaise. Évidemment, cette glace-là, actuellement, elle est sur un sol, sur une terre émergée. Se retrouvant sous forme liquide dans les océans, bien, contribuerait à une hausse éventuelle de jusqu'à 7 mètres du niveau marin. Et comme l'a mentionné M. Scanou juste avant, on sait que beaucoup des grandes villes sont situées évidemment sur les côtes et parfois à des altitudes inférieures à 7 mètres, donc vraiment des conséquences plus dramatiques pour, entre autres, les milieux urbains. Évidemment, cet aspect-là est à beaucoup plus long terme, ce n'est pas quelque chose à très court terme. Et donc, rattaché à cette urgence de ne pas franchir ce seuil est bien sûr l'urgence de réduire les émissions. On parle, selon les scénarios, qu'il faudra envisager des réductions à l'échelle mondiale de 40 à 70 %. Et cela, c'est par rapport aux émissions de 2010. Et autre aspect important, c'est que ce n'est pas d'ici 2100, mais bien d'ici 2050. Pourquoi ce besoin d'agir très, très rapidement? C'est vraiment que même si actuellement on arrêtait complètement les émissions de gaz à effet de serre, la température continuerait de monter parce qu'il y a un délai, il y a une certaine inertie dans le système climatique à retrouver son état d'équilibre. Et même si on stoppe complètement les émissions de gaz à effet de serre, bien, la température va continuer de monter. Et c'est ce que j'ai choisi un peu cette figure-là qu'on retrouve dans les derniers rapports du GIEC. C'est le rapport du groupe 1, où on voit finalement le réchauffement global en surface. Donc, je vous ai mis un petit repère pour le 2 degrés Celsius, je vous ai mis une petite ligne. Et en bas, vous avez les années. Tout le signal qui est en noir, qu'on voit sur le graphique au tout début, bien, ça, c'est des observations. Par la suite, en fait, c'est les modèles numériques du climat qui nous dit donc, dans de telles conditions, voici à quoi correspondrait la hausse des températures. Et le scénario sur lequel j'attire votre attention, c'est sur le scénario zéro émission en bleu. Et en fait, ce qui a été prescrit à ce moment-là au modèle, c'est qu'en 2010, on a signalé au modèle, si vous voulez, qu'il n'y avait plus aucune émission de gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc, il y avait que les processus naturels. Et ce qu'on voit, c'est que la température continue malgré tout d'augmenter avant de trouver un certain seuil pour ensuite décliner vers un nouvel état d'équilibre. Donc, pour vous montrer qu'il faut agir rapidement parce que si la cible à atteindre est de 2 degrés pour 2100, bien, il faut laisser cet effet de délai qui est nécessaire au climat pour trouver son équilibre. On peut regarder aussi la courbe émissions constantes. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a les émissions qui étaient émises en 2010 dans l'atmosphère, on les a reproduites d'année en année. On a dit au modèle, dans le fond, c'est ce qui s'ajoute d'année en année dans l'atmosphère. Puis vous voyez qu'au tournant de 2100, on commence à approcher du 2 degrés Celsius. Mais en fait, même ce scénario-là n'est pas réaliste parce que vous savez que depuis 2010, les émissions de gaz à effet de serre sont toujours supérieures d'année en année. Donc, on est probablement une courbe qui aurait une pente, beaucoup plus pentue. Donc, on voit que on est un peu au seuil là, d'être en mesure ou pas de réaliser cet objectif. Alors, l'autre aspect, donc ça, c'était la petite notion sur l'urgence, mais grosso modo, ce que dit l'objectif, c'est des mesures pour lutter contre les changements climatiques. Alors, comment lutter contre les changements climatiques? Le conférencier avant l'a très bien dit. Donc, le premier effort, c'est de réduire le problème à la source. Donc, dans notre cas, ça serait de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est certain qu'actuellement, on a les yeux vraiment tournés sur ce qui adviendra à la conférence des parties, à la 21e conférence des parties prochainement, pour savoir quels seront les engagements, quels sont les moyens qui seront mis de l'avant aussi. Mais il y a des alternatives aussi. On peut augmenter les puits de gaz à effet de serre. Il y a dans ce domaine-là, il y a des idées qui sont très réalistes. Il y en a d'autres peut-être qui sont un peu plus risquées sur le plan environnemental. Dans les idées plus réalistes, bien sûr, on fait beaucoup de projets de reforestation.
Il y a aussi quand même des essais qui sont faits pour, si vous avez une source ponctuelle de CO2 ou de méthane, puis que vous êtes à proximité d'un puits, d'un ancien puits de pompage, ou même il y a d'autres types de séquestration qui peuvent être faits. Ça peut être des alternatives. C'est fait actuellement. Il y a beaucoup d'exploration aussi qui se fait dans ce domaine-là. Les ingénieurs seraient mieux placés pour en parler que moi. Puis, il y a aussi un petit dernier qui a fait son entrée, mais je vous dirais que ça reste vraiment à l'état plus d'une idée, et d'une idée que je qualifierais quand même d'assez farfelue, c'est de réduire l'entrée du rayonnement solaire. Ne pouvant pas agir sur le cycle du carbone, qui est le noyau du problème, allons mettre un paravent pour limiter l'entrée du soleil sur la Terre. Et là, il y a vraiment toutes sortes de projets assez extraordinaires qui font l'objet de publications très sérieuses dans des revues quand même réputées. C'est ça qui c'est impressionnant, mais je veux dire, c'est un beau, c'est une belle recherche scientifique, mais au point de vue de l'applicabilité, on repassera. Celle, entre autres, de déployer des miroirs dans l'espace avec même des systèmes où on peut télécommander ces miroirs-là à distance et décider une journée que là, vraiment, la température, on a besoin d'un peu de rafraîchir le tout. Et bien entendu, on comprenait que ce genre d'option-là ne règle pas du tout le problème, entre autres, de l'acidification des océans, parce que dans le fond, on fait juste réduire l'entrée, mais en même temps, toutes les conséquences, juste juridiques, sur le plan juridique, je veux dire, la planète appartient à tous, mais elle est malheureusement compartimentée en pays. Et là, qui peut décider qu'une journée, on arrête l'avenue du rayonnement solaire parce que la hausse des températures est trop grande? Juste la filière énergétique solaire aussi qui en prendrait pour son rhume. Alors, ça, c'est le volet de comment on lutte contre les changements climatiques, mais dans le libellé, on parle aussi des répercussions, donc les répercussions, les impacts. Ça aussi, le premier conférencier l'a bien expliqué. Dans le fond, c'est via différentes mesures d'adaptation. Et ça, quand on regarde les cibles, le temps me manque pour regarder plus attentivement avec vous les cibles, mais ça, c'est les cibles qui sont rattachées à l'objectif. Et puis, à ce moment-là, si on regarde les deux premières cibles, ça concerne beaucoup ce qu'on appelle l'atténuation. Donc, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On reprend un peu un libellé. La cible 1 ici ressemble beaucoup à la cible 7, l'ancienne cible 7A, c'est-à-dire d'incorporer des mesures, cette fois-ci, on dit spécifiquement relatives au changement climatique dans les politiques, les stratégies nationales. Le deuxième point, c'est finalement beaucoup l'accord de Copenhague. Pour ceux qui suivent un peu, c'est l'évolution un peu de la Convention-cadre des Nations unies sur la scène internationale. C'est l'idée de mobiliser 100 milliards de dollars par année pour que les pays en développement puissent travailler à l'atténuation des gaz à effet de serre, c'est-à-dire, par exemple, leur donner l'opportunité de se développer sur le plan économique, mais sans utiliser nécessairement, par exemple, des filières qui sont très émettrices de gaz à effet de serre. Donc, peut-être leur donner accès plus rapidement à des procédés industriels qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et les trois dernières cibles, elles touchent vraiment tout ce qui est adaptation. Il y en a un, en fait, le 3 et le 4, donc, tournent beaucoup autour de l'adaptation. Le 4, on insiste sur l'éducation, la sensibilisation. Et le 5, vraiment, il y a un point très important. Je trouve que ça, c'est vraiment c'est une priorité qui a été identifiée depuis longtemps, c'est que les pays les moins avancés et en particulier les petits pays insulaires, sont vraiment les plus vulnérables au changement climatique. Donc, il y a une cible qui est spécifique à eux. Et donc, comment on peut atteindre ces cibles-là? Je passe très rapidement, mais c'est sûr que les cibles concernant l'atténuation, qui est la cible 1 et 2 que je viens de voir sur l'acétate juste avant, ça va se faire relativement, ou il faudrait que ça se fasse relativement à court moyen terme, si on ne veut pas dépasser notre fameux seuil de 2 degrés Celsius. Alors, on verra la conférence de Paris, on verra comment l'accord de Copenhague aussi émergera, là, ces différents fonds, comme le fonds vert aussi, qui visent finalement à mettre un peu de sous sur la table pour pouvoir enfin entrer en action. Pour ce qui est des cibles suivantes, c'est sûr que ça se fera sur le long terme. Développer les capacités d'adaptation, la sensibilisation, tout ça, ça se fera à très long terme. Mais comment? Moi, je dis un peu en boutade, ça se fera
avec les cibles qu'on va retrouver dans les 16 autres objectifs. Parce que je pense que le conférencier juste avant moi, je le remercie parce qu'il a fait vraiment la démonstration de ce que je pense, c'est que les changements climatiques, finalement, on peut faire un lien avec presque l'ensemble de ces différents objectifs-là. Et l'idée ici, c'est juste de vous dire vraiment que les changements climatiques et le développement durable font la paire. Donc, oui, le développement durable, c'est la réponse adéquate aux changements climatiques, mais les changements climatiques peuvent aussi entraver durablement le développement économique, social, environnemental d'une population. Donc, je pense que c'est important de réaliser ce lien qui unit ces deux éléments. Et je me dis, à ce moment-là, en conclusion, bon, c'est un peu gonflé peut-être de dire une chose comme celle-là, mais je me dis, pourquoi ne pas avoir attaché des cibles concrètes qui concernent les changements climatiques à chacun des autres objectifs? Parce que, dans le fond, oui, on a l'objectif 13 qui dit on va lutter contre les changements climatiques, mais c'est directement relié, finalement, à comment va se passer, en gros, la Convention cadre des Nations unies, comment ça va, sur les changements climatiques, comment ça va évoluer. Donc, moi, je pense que cette approche-là aurait permis peut-être une pleine intégration des changements climatiques dans les objectifs de développement durable et peut-être éviter aussi que l'atteinte ne repose uniquement là, que sur ce qui va se passer autour de la CCNUCC. Et ben voilà, c'était la conclusion que je voulais vous présenter. Merci. Bien, bonjour, bon avant-midi. Content de vous voir aussi nombreux et intéressés par la question des objectifs de développement durable. En fait, c'est vraiment un tournant important, ces objectifs, et je suis content de voir que plusieurs personnes ont de l'intérêt sur cette chose, qu'il va falloir travailler collectivement à mettre en œuvre. Et ce matin, je vais vous parler de l'objectif 6. Puis j'ai intitulé ma présentation des objectifs de développement durable pour des services collectifs de l'eau plus équitables. Et j'espère que dans la présentation, ça deviendra plus évident pourquoi je l'ai nommé comme ça. Je vais commencer par une ouverture assez large. J'aime bien rappeler les fonctions de l'eau au sein du système biogéochimique terrestre. Parce qu'en fait, il faut d'abord savoir qu'est-ce que fait l'eau pour nous ou qu'est-ce que fait l'eau sur le territoire. Donc, il y a 5 de ces fonctions-là qui sont souvent identifiées, donc je vais les décrire rapidement. La première, on l'appelle transport, c'est qu'en fait, l'eau est un solvant universel, va dissoudre des sels, et donc ces sels-là qui vont être transportés dans les rivières vont devenir accessibles aux plantes, qui va permettre aussi le déplacement de particules, qui va faire que les rivières vont évoluer. En fait, le paysage que l'on a est souvent très marqué par l'érosion qui a été faite au fil des millénaires par l'eau. Donc, c'est vraiment une fonction qui est importante. Lorsqu'on construit un barrage, par exemple, on peut stocker l'apport des sédiments, on peut bouleverser ces choses-là. Puis, c'est une fonction qui est souvent mésestimée ou mise de côté dans les analyses. Deuxième fonction, c'est la santé des populations. Bien sûr, on sait que c'est un lieu commun, qu'on a besoin d'eau. En fait, tous les écosystèmes ont besoin d'eau et la santé dépend de la qualité de cette eau-là. Et on peut même, lorsqu'on parle aux gens d'eau potable, ils savent très bien que la qualité d'une eau dépend de ce qui est dissous. Il ne faut pas penser qu'on boit de l'eau pure, on boit de l'eau qui a des minéraux dissous dedans. Troisième fonction, c'est un habitat pour les écosystèmes aquatiques. Donc, ça aussi, dès qu'on travaille sur une rivière, qu'on change le cours de l'eau ou quoi que ce soit, toute intervention que l'on fait sur la circulation de l'eau a des impacts sur ces écosystèmes parce qu'on affecte l'habitat. La quatrième fonction, la production, c'est celle qui est la plus valorisée par le développement humain parce qu'en fait, l'eau sert à faire pousser les plantes. Donc, toute la question d'agriculture, c'est tout le volet de production ou tout simplement la cueillette qu'on peut faire d'arbres, de fruits. Mais il y a aussi tout le développement socio-économique des villes qui repose sur cette capacité de faire du développement économique, de construire des choses grâce à l'usage de l'eau. Dans des contextes de gestion de l'eau, c'est souvent la fonction qui est valorisée et souvent à outrance. Par exemple, c'est là que l'ingénieur va mettre en place des systèmes pour collecter de l'eau
pomper tout ça, les traiter, la distribuer, la récolter. Donc, tout le cycle de l'eau, par exemple, au milieu urbain ou au milieu industriel, fait directement référence à cette notion de production. Et si on ne pense qu'à la question de production, bien, ce qui peut arriver, c'est que dès qu'on manque de l'eau, on essaie d'en chercher plus loin, tout simplement. On va aller mettre plus de pompes, des plus gros tuyaux. Et la vision de production est une vision qui peut amener à une surexploitation de la ressource si on ne la pondère pas avec les autres fonctions. Et la dernière, c'est la fonction culturelle. Parce qu'en fait, on est souvent intéressé ou ému même des fois par un paysage, un lac, une rivière. Il y a des relations qui sont assez complexes entre nous et l'eau. Et il y a même des fleuves sacrés, etc. Et c'est aussi un volet qui est souvent négligé dans les plans de gestion, mais qui est quand même bien présent. Donc, à l'intérieur de ces fonctions, maintenant, on va s'intéresser à l'objectif de développement durable numéro 6. Et ce qu'on réalise, et ce que je vais décrire par la suite, c'est que l'emphase est clairement mise sur la fonction santé de l'eau. On s'intéresse à la santé des humains en priorité parce que l'emphase est beaucoup sur l'eau potable et l'eau usée, par le titre même de cet objectif. Et on va aussi s'intéresser, dans une moindre mesure, semble-t-il, sur la santé des écosystèmes. Il faut quand même comprendre que si les écosystèmes aquatiques, notamment, sont en santé, c'est signe que l'eau y est de relativement bonne qualité, ce qui devrait être positif pour nous. Les autres fonctions de l'eau ne sont pas vraiment traitées dans cet objectif-là. Donc, c'est vraiment orienté sur ce volet-là. Le deuxième volet, si on veut, la deuxième perspective de l'objectif 6, c'est l'accès, ce qui n'est pas une fonction comme telle de l'eau, mais qui est un problème important. On parle d'accès universel et équitable. Donc, c'est une des clés de cet objectif, c'est de rendre l'eau accessible à tous. Puis, on s'intéresse aussi à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, dans un esprit où il faut s'assurer que l'eau soit disponible. Donc, si on fait un bon usage de l'eau, on augmente nos chances que l'eau soit disponible. Donc, on peut mettre en place des infrastructures. Il y a des villes, par exemple, qui ont de l'eau à toutes les maisons, mais que l'eau n'est pas distribuée 24 heures sur 24 pour des raisons de difficulté de ressources. Donnons un exemple de la situation. C'est une figure qui est tirée d'un rapport récent, en 2015, de l'UNICEF et de l'Organisation de santé mondiale, où on présente un schéma qui décrit assez bien les différentes perspectives de l'accès à l'eau, qui va varier beaucoup selon la localisation, donc du pays où vous habitez et de votre richesse. Ici, on parle d'un accès près de son domicile, d'un accès à une source d'eau. Donc, près de son domicile, on ne parle pas nécessairement strictement d'eau courante, ça va inclure aussi de l'eau qui est près à un puits ou à tout simplement des tuyaux avec l'accès à un robinet, par exemple. Au moment de cette figure, on voyait que 56 % de la population avait cet accès. Puis, dans la deuxième boîte, on voit plusieurs régions du monde qui sont identifiées avec des pourcentages d'accès qui est très variable. Par exemple, l'Afrique subsaharienne a très peu d'accès comparativement à l'Amérique latine. Le Caucase, l'Asie centrale, a un pourcentage également de 56 %, ce qui représente la moyenne mondiale. Et si on regarde dans cette région, bien là, on a les découpages par pays. Puis l'Arménie a 97 % d'accès, mais le Tadjikistan que 43 %. Donc, dépendamment du pays où vous habitez, de la région où vous habitez, bien, il y a clairement des problèmes ou des facilités d'accès. Et même si on prend le Kazakhstan à 61 %, bien, dépendamment si on est en milieu urbain ou en milieu rural, les capacités d'accès sont très différentes. Donc, les gens en milieu urbain sont largement avantagés avec un accès à 90 %. Le milieu rural est toujours désavantagé, notamment à cause de l'étalement, des densités plus faibles, donc de plus grandes difficultés de fournir, mettre en place des infrastructures qui sont coûteuses et qui sont partagées
tropicaux sont partagés par une plus petite population, mais ça nous permet de voir que le travail qu'il y aura à faire va cibler naturellement ces zones. Il va cibler les pays parfois les plus pauvres aussi, qui fait que l'accès n'est pas nécessairement limité par la ressource. L'accès est souvent limité plus par les infrastructures. Puis, on a encore la répartition entre le milieu urbain. Les quartiers plus riches ont l'avantage d'avoir plus d'accès que les quartiers les plus pauvres. On sait que dans l'expansion des villes, souvent se développent en périphérie des nouveaux quartiers qui, des fois, l'eau n'est disponible que par un camion-citerne. Puis, le paradoxe, c'est que dans ce temps-là, l'eau coûte plus cher aux citoyens parce qu'elle est livrée par un camion-citerne que les quartiers les plus riches qui ont accès à de l'eau moins chère, puis qui déjà ont cet accès. Bon. Donc, ça met le tableau sur ces dynamiques. Donc, l'objectif 6 dit garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Donc, les deux volets que j'ai identifiés, l'accès à tous, donc accès, eau et assainissement. Donc, vraiment, c'est lié à des questions de santé. Puis ensuite, on s'intéresse aux questions de gestion de la ressource. Dans le détail, il y a des déclinaisons de cet objectif. L'objectif 1, c'est l'accès universel et équitable. Donc, on veut que tous y aient accès pour des raisons d'équité aussi. On parle d'eau potable et un coût abordable. Ça, je trouve ça intéressant de voir ça là. On peut penser souvent au Québec qu'on veut de l'eau gratuite, qu'on s'attend qu'on ait accès à ça sans coût. Alors qu'ici, on dit un coût abordable, et il y a une raison à ça, c'est que dans les pays souvent les plus pauvres, ils trouvent ça normal de payer l'eau parce qu'ils savent que l'eau est rare et que ça prend des infrastructures, alors qu'on dirait que des fois ici, on s'attend que ça soit gratuit et que d'autres paient pour ces infrastructures. Mais donc, la question de coût est présente, est réelle, mais on veut quand même des coûts qui soient abordables. Et pour ça, il faut éviter, par exemple, d'acheter au camion-citerne. Ensuite, on parle d'accès à des services d'assainissement et d'hygiène. Donc ici, on ne parle pas des traitements d'eau usée, on parle tout simplement d'accès à des latrines. Et par exemple, on veut mettre fin à la défécation en plein air. Ça semble surprenant, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont accès à aucune latrine et qui doivent donc faire défécation en plein air, en public. La troisième touche les questions de réduction de la pollution. C'est un objectif qui est assez complexe et qui mêle plusieurs éléments, mais en fait, on cherche par différents moyens à réduire les questions de pollution. Donc, on parle de gestion de déchets, on veut réduire les émissions de produits chimiques, des matières dangereuses. Ici, on est plus chiffré. Ensuite, on parle de diminuer de moitié la proportion d'eau usée non traitée. Donc, on va partir de 2015, évaluer qu'est-ce qui est le pourcentage qui est non traité et on veut rattraper, si on veut, une moitié. Donc, on ne cherche pas un traitement de l'eau traitée pour tous les cas. On veut améliorer la situation. Puis, on veut encourager le recyclage, la réutilisation de l'eau. La partie 4, c'est l'utilisation rationnelle de la ressource. Donc, ici, on veut éviter les pénuries. On ne veut pas éviter les problèmes de manque d'eau. Donc, c'est vraiment une question là, de technique, de plan, de planification de la ressource et de son usage. Partie simple, c'est la gestion intégrée. Puis ici, on touche plus, en fait, la question des coopérations transfrontalières, qui est un sérieux problème politique qui est lié à l'eau. Les grands fleuves partagés par plusieurs pays sont souvent cause de conflits potentiels et exigent des attentions particulières au niveau nationalement des Nations Unies. Beaucoup d'organismes des Nations Unies travaillent spécifiquement sur ces questions-là pour que les pays s'entendent à partager des ressources de manière équitable entre eux. Puis le dernier, on revient à la question de la santé, mais la santé des écosystèmes que j'avais évoqué un peu plus tôt. Puis ici, fait à noter, on parle d'un objectif pour 2020, parce qu'en fait, vous remarquerez que les objectifs de biodiversité ont déjà des cibles qui ont été identifiées pour 2020, donc on vient supporter les cibles de 2020. Donc j'imagine qu'il y aura des nouvelles cibles après 2020. Maintenant, est-ce possible? Donc, rapidement, 2 points sur est-ce possible. Tout est une question d'indicateurs et de mécanismes de suivi.
quels seront les points qui seront suivis par les différents pays pour savoir si on fait des progrès ou pas. Puis, bien, les indicateurs qui seront choisis risquent d'être ceux qui auront le plus de succès. Et si, par exemple, il y a un volet qui n'a pas d'indicateur, bien, on ne saura pas s'il y a des progrès ou non. Et on peut se douter que les pays ne vont pas nécessairement cibler ça s'ils ont des choix à faire. Un peu difficile de trouver les indicateurs. On a jusqu'en mars 2016, en fait, les pays sont donnés jusqu'en mars 2016 pour les trouver, les définir. Donc, c'est pour tous les objectifs. Naturellement, j'ai trouvé ceux-là sur le site de UN Water. Il y en a une dizaine. Je ne prends pas le temps de les regarder ni de les critiquer. Et ça semble assez peu, une dizaine d'indicateurs pour tous les défis qui ont été identifiés dans les objectifs. Donc, j'espère qu'au moins, si on parle de ces 10-là qui seront maintenus, il faut aussi savoir que ça ne donne pas grand-chose de mettre un indicateur pour lequel les chiffres ne sont pas disponibles et pour lequel on n'est pas capable de l'utiliser non plus. Donc, s'il y a des contraintes en termes d'information, mais pour moi, ça semble être le point clé. La prochaine étape, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui sera suivi. Un bref retour sur les objectifs du millénaire. Comme Nathalie a mentionné, dans le 7e objectif, la 3e cible touchait l'eau. Puis l'objectif était de réduire de moitié d'ici 2015, donc on est en 2015, la proportion de personnes qui n'ont pas accès durablement à une eau bonne à boire et qui ne disposent pas de sanitaires de base. Donc en fait, 2 volets. On a établi en 2000 quel était le pourcentage de gens qui avaient accès à de l'eau bonne à boire. Puis on s'est dit, mais en fait, ceux qui manquent, on va réduire cela de moitié. Même chose pour l'absence de services sanitaires, réduire ça de moitié. Donc, j'ai trouvé ces résultats dans le même rapport que la figure un peu plus tôt. Et on voit que, en fait, la figure donne les résultats de 1990 à 2015. Par exemple, de l'eau amenée par des tuyaux près de la maison ou l'eau courante. On est passé de 44 de la population à 58 C'est quand même un gain spectaculaire. C'est une période de 15 ans. Et il faut considérer que sur cette période-là, la population a augmenté. Donc, ça veut dire que c'est un gain important. Beaucoup de gens ont gagné accès. Puis, on ajoute « other improved », c'est-à-dire, en fait, les autres sources d'eau qui sont améliorées. Puis, en ajoutant ces deux-là, on atteint la cible qui était convoitée, on la dépasse, on visait 88 on est rendu à 91. Donc, il y a beaucoup de positifs dans cette figure parce qu'on voit qu'il y a moyen de faire des choses. Maintenant, le défi posé à l'intérieur du développement durable, c'est d'atteindre 100 Donc, il faut maintenant combler le vide complètement parce qu'il y a des gens encore 2 qui boivent de l'eau de surface, c'est-à-dire de l'eau dans un ruisseau qui est près de chez eux ou d'une rivière, de l'eau qui n'est absolument pas traitée et qui n'est probablement pas très salubre. Il y a quand même quelques critiques, il faut le mentionner. Dans le bleu pâle, le 33 pour Other Improved, pas tout le monde est convaincu que c'est tous des conditions qui sont vraiment favorables. Et en fait, c'est là la valeur des indicateurs, c'est comment on définit maintenant une eau bonne à boire. Puis, ça pourrait varier d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. Pour l'accès maintenant aux sanitaires de base, bien, la cible n'a pas été atteinte. Il y a eu une amélioration. Donc, la partie vert foncé, on est passé de système amélioré de 54 à 68. Mais il y a encore beaucoup de gens qui doivent recourir à défécation à l'air libre. On est passé encore de 24, mais c'était réduit à 13 mais il y a encore 13 de la population qui ont accès à aucune latrine. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire là. Puis, je vous rappelle que l'objectif pour les 15 prochaines années, c'est d'augmenter et de réduire, en fait, d'atteindre la moitié. Donc, on part de 68 je n'ai pas fait la mathématique, mais on ne vise pas ici 100 d'accès à un système. On vise d'améliorer la situation de la moitié. Très, très rapidement, parce que je pense que mon temps, je dépasse. Donc, c'est une représentation des zones où, en orange, on a fait de moins de progrès. Et ici, la même chose, en orange, les zones où on a fait le moins de progrès pour les questions sanitaires.
c'est que, il faut faire aussi attention parce qu'on met en vert ici, par exemple, les pays où la cible est atteinte, mais dans bien des cas, la cible est déjà atteinte avant de commencer en 2000. Je prends les dernières secondes que j'ai pour faire des liens avec les autres objectifs. Donc, il y a clairement un lien avec l'objectif 1, qui était éliminer la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde, parce que, je l'ai souligné, on parle ici à 1.4 que les gens aient accès à des services de base, et à l'intérieur des services de base, mais naturellement, l'eau potable, l'eau usée font partie de ces services-là. Et dans la lutte à la pauvreté, ça passe nécessairement par des services collectifs de qualité. Je saute déjà à l'objectif 11, qui est de faire en sorte que les villes, les établissements humains soient ouverts à tous sur résilients et durables. Bien sûr, on le trouve à 2 fois. 11.1, on revient sur les services de base adéquats et sûrs, donc c'est tout ce qu'on vient de parler. Mais on rajoute en 11.5 de réduire nettement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les catastrophes, y compris celles qui sont d'origine hydrique. On parle ici, en fait, des inondations, de toutes les tempêtes tropicales qui peuvent toucher les populations. Et c'est du ressort de la gestion de l'eau. On n'est plus au niveau des sanitaires, eau potable, eau usée, santé, mais c'est quand même une dynamique de la gestion de l'eau importante, gestion de barrages, planification, alerte de crue, alerte d'inondation, etc. Point 13, la lutte contre les changements climatiques. Bien sûr, quand on dit renforcer la résilience et les capacités d'adaptation aux aléas climatiques, une fois qu'on s'est intéressé à la température, souvent, la deuxième variable qu'on s'intéresse, c'est les précipitations et les débits, la recharge dans les aquifères. C'est toute la question du cycle de l'eau, comment il est affecté par les changements climatiques, et il est en fait affecté. On parle, par exemple, d'une hausse de 3 % des précipitations par hausse de 1 degré Celsius. C'est ce qu'on s'attend à l'échelle mondiale. 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers, les ressources marines. En fait, il faut éviter la pollution marine et la pollution qui arrive de nos rivières et que l'on envoie à l'océan. Souvent, on va dire, ça va à l'océan, c'est moins grave, on fait moins d'efforts de traitement. Mais en fait, il y a beaucoup de zones côtières qui sont très affectées par les rejets urbains, mais également par la pollution agricole. Puis donc, si on veut préserver l'état des océans, ça passe aussi par faire le ménage des eaux sur les continents. Et je pense que c'est le dernier, c'est les questions de biodiversité, de restauration des écosystèmes terrestres. On reprend ici en 15.1 quasiment les mêmes choses que l'on avait mis en 6.6, c'est-à-dire la préservation des écosystèmes, d'eau douce, etc. Je termine avec ça. Merci beaucoup.